Sans plus attendre, il est temps de passer à la table ronde de clôture. J'appelle donc Didier Bouvel, Jacques-Olivier Hennon, Emmanuel Bégon, Denis Christol, Fabrice Poupon et David Labarbe. Voilà. Et donc, Jacques-Olivier, je te laisse organiser le questionnement. J'ose pas m'asseoir à côté de M. Poupon, mais je vais le faire quand même. Bienvenue pour cette table ronde de clôture il y a deux tables rondes, donc mais c'est pas vraiment une table et on n'est pas en rond, mais voilà. Merci d'avoir accepté de participer. Donc là, on a un nuage de mots-clés qui est issu de... ah oui, c'est là-bas aussi, qui est issu des tweets et autres posts que vous avez pu laisser sur la plateforme qui vous a été proposée et sur lesquels on va essayer de rebondir. Alors, première question pour Didier, si tu veux bien. Didier, on a parlé plusieurs fois du mot certification. Donc, vous le savez, il faut qu'on invente des mots, parce que entre module, qui est utilisé un peu à toutes les sauces, certification qui recouvre plusieurs choses, on commence en tout cas à s'y perdre un peu. Mais en tout cas, il y a deux certifications. Il y a une certification des centres de formation qui suppose que si on n'a pas la certification, on n'a pas le financement. Et puis, il y a la certification des compétences. Ces deux certifications qui recouvrent deux réalités pour le même mot, en quoi sont-elles stratégiques ? Effectivement, elles ne recoupent pas le même mot parce que les deux démarches sont extrêmement différentes. On a d'un côté une certification qualité qui en fait va se traduire par une démarche administrative qui visera à obtenir un passeport pour se faire financer par l'OPCO. C'est la certification qualité nationale pilotée par France Compétences. Je pense que c'est un secret pour personne. Je crois que tous les acteurs ici présents vont remplir une très très grande partie des critères qui vont être demandés. Donc la complexité ne viendra pas sans doute de mettre en place les critères, mais sans doute davantage de la gérer administrativement avec une traçabilité que ça impose et puis avec les enregistrements que ça impose également. Non, moi ce qui m'intéresse dans la certification qualité, ce serait de l'upgrader par une certification qui reconnaîtrait ou qui valoriserait au sein de nos professions, au sein du BTP, les CFA qui s'engagent en plus des critères de base sur des parcours d'excellence, sur par exemple la compétition des jeunes à l'international, sur la mobilité européenne, sur, je crois que vous avez parlé ce matin des plus BTP. Voilà, ça serait intéressant parce que ça permettrait de valoriser des CFA qui garantissent un parcours d'excellence en plus de cette certification qui, encore une fois, aura sans doute un caractère très administratif pour vos équipes. Et puis, en ce qui concerne la certification, là, plus au titre du parcours et des titres de formation, là, par contre, on a sans doute plus à dire. Ça fait quelques années maintenant qu'on la met en avant, qu'on interpelle sur la nécessité pour le BTP, principalement pour le BTP, de s'investir de ce sujet qui est devenu un peu la colonne vertébrale de la réforme, il faut bien se le dire. À partir du moment où on rentre dans un environnement concurrentiel où la demande et l'offre vont se croiser et où on va devoir faire preuve d'une attractivité de tous les jours, évidemment de s'investir de ce sujet-là et d'être capable de s'ajuster en fonction notamment des acteurs économiques, de leurs besoins. N'oublions pas que le monde du BTP, mais comme d'autres secteurs, est en mutation permanente en matière d'organisation du travail, de technologie, de compétences à acquérir. Et quoi de mieux que cette offre qui nous est proposée d'une certification, d'un titre certifié qui permet d'ajuster quasiment en temps réel le besoin à l'offre. Donc c'est un enjeu important parce qu'il permet de répondre quasi immédiatement, en tout cas on l'espère, à des besoins émergents d'entreprises qui vont avoir besoin de former une cohorte de salariés ou pour des entreprises qui se regrouperont sur un besoin émergent transversal, ça c'est important. C'est aussi, je pense, un formidable levier d'attractivité pour les jeunes qui pourront, à travers ces certifications, accéder en complément de leur cursus académique, parce que le risque, c'est évidemment d'opposer les cursus, les parcours académiques à la certification. Il ne faut surtout pas le faire. Tout cela est très complémentaire, mais ça permet à des jeunes de compléter leur cursus académique. Ça permet aussi à des jeunes, et j'en connais, et j'avais envie de
partager cette expérience avec vous. Des jeunes qui, en déshérence dans leur parcours classique, peuvent se raccrocher aux branches à travers un titre certifié. J'ai dans mon entourage propre un jeune, et Jacques-Olivier Hénon connaît l'histoire, qui a échoué dans son parcours pédagogique. Ça arrive, voilà. Et il a tellement échoué qu'il a loupé son bac pro commerce. Et donc ce jeune-là, parce que ses parents n'avaient pas d'autre idée, il s'est mis à faire les marchés et à vendre des bijoux fantaisie. Voilà. Et ensuite à faire du porte-à-porte. Et puis en discutant avec lui, je me suis aperçu qu'il était passionné d'informatique. Il bricolait dans les machines, il était capable de remettre en ordre des connexions. Enfin, il était passionné de ça. Et donc je lui ai proposé de s'intéresser à un titre certifié proposé dans notre secteur, puisqu'il s'agit d'un titre certifié dans le domaine de l'installation des fibres optiques. Voilà. Il fallait normalement un bac pro techno dans le sujet, et on a accepté, presque par dérogation, ça fait du bien aussi de pouvoir donner un coup de pouce à quelques jeunes, de le prendre parce qu'il avait cette fibre en lui de l'informatique. Et ce jeune, qui a été accepté vraiment par dérogation, il a fini promo de sa promotion, major de sa promotion, après un parcours de 8 mois à peu près. 8 mois de formation, ça démarre en septembre, octobre, ça s'est terminé en juin. Promo, major de sa promo. Et il a été embauché dans la foulée par Orange. Voilà. Et aujourd'hui, il est technicien. Ça fait 1 an qu'il bosse chez Orange, plus 1 an de formation, ça fait 2 ans. Il a été embauché à 2400 €. 2400 € pour démarrer. Voilà. Et on lui propose aujourd'hui un parcours de manager dans le domaine de l'installation de la fibre optique. Et donc ça ouvre quand même des perspectives. Je ne dis pas par là que, évidemment, il faut rayer de la carte les parcours académiques qui sont l'excellence, mais d'avoir des parcours complémentaires qui permettent aussi de donner la chance à des jeunes qui sont un peu sortis du circuit, ou à des collaborateurs ou à des salariés en place qui n'ont pas eu la chance d'aller jusqu'au bout de leur démarche, ça peut ouvrir des perspectives. Et puis, dernier atout, c'est évidemment l'atout économique. J'ai parlé de l'entreprise et de ses besoins parce que les besoins mutants et émergents, réguliers. J'ai parlé de l'attractivité des jeunes et des salariés, mais aussi il y a l'attractivité du dispositif de certification qui doit contribuer à la diversification de notre offre de services. Et donc les CFA ont tout intérêt, bien évidemment, à élargir la palette de leur offre de services, tout simplement pour répondre au mieux aux besoins attendus par le terrain et ainsi consolider leur modèle économique. Donc intérêt pour les entreprises, intérêt pour les jeunes, et évidemment, ça doit contribuer à la consolidation des modèles économiques parce que c'est financé par l'OPCO et parce que ça vient en complémentarité des autres ressources. Voilà ce que je pouvais dire sur le sujet. Merci, ça fait un paquet d'éléments. Merci beaucoup. Effectivement, on a un certain nombre de métiers qui s'ouvrent au CFA. Les CFA étaient vraiment positionnés sur de l'ingénierie pédagogique. Il y a en amont une ingénierie de parcours qui a été évoquée, pouvoir proposer à chacun un parcours tel qu'on peut le construire. Et puis il y a en aval l'ingénierie de certification telle qu'on peut l'imaginer. Alors peut-être Emmanuel, pour rebondir tout de suite là-dessus, on a beaucoup entendu parler de l'AFEST, l'action de formation en situation de travail. On a lu de ci, de là. Ah oui, la FEST, c'est bien, mais c'est vrai, c'est pas pour l'apprentissage, c'est pour ceci, c'est pour cela. Vous avez un mot à nous dire là-dessus, peut-être? Oui, sur la FEST, j'aurais beaucoup de mots à vous dire. J'avais aussi envie de partager ce que j'ai entendu aujourd'hui, alors qui est lié à la FEST en tout ou partie. Alors, j'ai pris quelques petites notes pour le long des ateliers et des plénières, voilà, pour bien structurer un peu le propos que j'avais envie de partager avec vous. La FEST est au cœur de tout ça, mais c'est pas... J'élargis un tout petit peu la question. Ce que j'ai entendu aussi en étant dans le public, c'est que le contexte institutionnel, politico, financier, etc., est difficile, qui donne un peu l'impression que la sociocratie n'est pas tout à fait à l'ordre du jour et que il y a une lutte pour le pouvoir qui est une sorte de machine à broyer assez vorace ces temps-ci. Voilà, et que c'est assez compliqué. Ça, c'est un contexte dont j'ai entendu beaucoup parler dans les rangs. Et cependant, j'ai entendu aussi beaucoup parler d'une richesse indestructible que vous avez, celle de vos ancrages dans le territoire et dans la réalité des entreprises. Là, on revient vraiment proche de la question de la FEST.
Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vraiment, il faut que vous soyez sûr de cette richesse, que vous ne pensiez qu'à elle, que vous en parliez, que vous la mettiez en action encore et encore, parce que c'est vraiment ce qui fait la force de votre réseau. Et je crois qu'aujourd'hui, compte tenu des mutations, les entreprises ont vraiment besoin de vous pour devenir des meilleurs employeurs. C'est aussi ce à quoi la FEST tend, c'est-à-dire être un bon employeur, c'est articuler les deux fonctions de l'activité de travail que sont la production d'un bien ou d'un service et la construction d'un individu dans ses compétences, dans sa santé, dans sa relation à l'autorité, dans sa relation aux prises de décision, dans son état de citoyen, en fait. L'entreprise, elle fabrique aussi cela. Et par votre façon d'accompagner aujourd'hui et demain l'entreprise, vous allez les aider, les acteurs de l'entreprise, à s'emparer pleinement de cette fonction d'employeur apprenant, d'employeur qui transforme des situations de travail en situations formatrices. Et j'ai entendu que pour garder cette richesse vivante, il y avait nécessité de développer, de renforcer votre formation sur différents points. Alors j'ai noté la nécessité de construire ce nouveau rapport avec l'entreprise à travers le développement d'une capacité à analyser les besoins de l'entreprise. Ce ne sont pas forcément que des besoins de formation ou d'un CQP. Il y a peut-être un besoin d'organiser de la mobilité en interne. Enfin, voilà, aller vraiment dans le détail de l'expression des besoins de l'entreprise, savoir analyser le travail pour mieux l'organiser et le rendre formateur et le mettre en discussion. On a vu dans l'expérimentation FEST que cela a un impact très fort sur la cohérence du collectif et sur sa dynamique, et donc sur sa dynamique de production. Donc cette capacité-là, analyser le travail et analyser les besoins de l'entreprise. La deuxième nécessité de renforcer se situe autour de la mutualisation de vos expériences et de vos pratiques. C'est capitaliser sur tout ce qui est fait sur vos territoires, une façon d'animer votre réseau entre vous. Et enfin, de démultiplier vos postures et vos savoir-faire vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'en étant plus au cœur de l'entreprise, dans une posture d'accompagnateur, vous allez aussi, par effet tache d'huile, on va dire, démontrer que cette posture d'accompagnateur est une posture créatrice de richesse, et ça va laisser cette empreinte au sein de l'entreprise qui va aussi se l'approprier et se dire, voilà, je suis aussi un accompagnateur de mes collègues, de mon collègue, de mes apprentis. Voilà les trois grands sujets sur lesquels j'ai entendu qu'il y avait un besoin de développer de la formation et évidemment complètement ancré en situation de travail. Merci beaucoup, c'est riche, c'est riche effectivement. Donc oui, c'est plus large que la FEST, hein, même si c'est un dispositif qui commence à être un peu formalisé quand même, la FEST, mais oui. Il s'inscrit dans une démarche qui est complètement globale. Voilà. On peut parler de la FEST dans sa dimension de modalité, avec sa dynamique de financement, etc. Et on peut aussi parler de la FEST dans son ingénierie pédagogique et dans ce qui sous-tend cette ingénierie, qui est de rendre le travail formateur. Merci beaucoup, David. Tu es, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, mais tout le monde connaît David. Hein. Oui, directeur du David CFA de Blanquefort, juste à côté de Bordeaux. On parle beaucoup de toutes ces nouveautés. On va très certainement réaborder la question de la professionnalité des formateurs avec Denis tout à l'heure. Toi, directeur de CFA, tu vois ça comment ? Tu imagines des difficultés pour t'en emparer ? Le rôle d'un directeur ou d'une directrice, c'est de piloter, de manager le changement, d'impulser, d'accompagner. Alors, ce que je dirais, c'est qu'à ce jour, les difficultés, on ne les imagine pas, on les vit. Effectivement, notre contexte de travail, vous l'avez perçu au travers de vos échanges, est très paradoxal, jalonné par des moments hyper enthousiasmants, heureusement, et puis aussi quelques moments d'incertitude. Aujourd'hui, donc, comme vous l'avez dit, Jacques-Olivier ou Stéphane, on a fait un pas de côté sur le cœur de métier. C'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement important. En
tant que directeur, surtout dans une région qui ne s'est pas régionalisée, on a d'autres soucis beaucoup plus pratico-pratiques. Néanmoins, il ne faut pas oublier l'évolution de notre offre de formation. Accompagner nos collègues formateurs à évoluer dans leur posture. Donc des exemples très symptomatiques aujourd'hui nous ont été donnés. Plus globalement, à rendre notre organisation apprenante. Donc c'est un enjeu extrêmement important. Donc on s'en soucie. Parfois on ne sait pas trop par quel bout le prendre actuellement, parce qu'il y a ce contexte financier qui laisse planer pas mal d'incertitudes. Il y a à certains endroits une gouvernance qui n'est pas encore en place, et en même temps une réforme qui nous ouvre plein d'opportunités, possibilité d'ouvrir des formations en réponse aux besoins des territoires et des entreprises notamment, possibilité de monter des partenariats avec certains réseaux qui sont ici présents, y compris avec nos voisins quand on les a à côté de l'éducation nationale. Donc on a des opportunités sur lesquelles on n'avait pas passé beaucoup de temps avant. Donc c'est, je dirais, pour moi qui suis quand même d'un naturel optimiste, c'est mi-figue, mi-raisin, quoi. On a quelques petits moments d'incertitude, donc on gère un peu le quotidien, tout en sachant qu'il faut évidemment se projeter et faire évoluer nos organisations pour préparer l'avenir, pour élargir l'offre de services, pour améliorer la qualité de nos prestations, et puis pour aussi continuer à motiver et faire grandir nos équipes. Voilà. Donc la tâche est très intéressante. D'accord. Vous avez apprécié. Hein. Donc tout le monde partage. Hein. Absolument, oui, que des oui. Alors, il y a quand même des choses très communes dans ce qui a été dit pour l'instant. Et Denis, si tu veux bien, je vais poser une question. Il y a une absolue, en tout cas un constat d'une capillarité, d'une mutualisation, de pratiques qui se diffusent, de besoin de donner l'exemple. Denis, tu nous as parlé tout à l'heure de saisir tous ces espaces dans lesquels on peut glisser un certain nombre de pratiques. De façon un peu plus peut-être générale, cette professionnalité des formateurs qui reste opérationnellement face aux apprentis, elle est à ce point systémique ou elle est engagée depuis longtemps ? Alors, déjà, il y a peu de formateurs professionnels à temps plein qui ne fassent que ça. Il y a beaucoup plus de formateurs occasionnels dans le pays. Donc c'est un métier qui est tout le temps en évolution, qui se recompose en permanence. Et une des difficultés que je vois, c'est que, en tout cas dans notre réseau, c'est les professionnels qui font fonction d'enseigner sont confrontés à une exigence de monter en compétences, notamment avec le numérique, et il faut pouvoir les embarquer. Alors, ce n'est pas forcément toujours leur premier geste que d'enseigner. Donc, pour ceux qui sont dans la partie pédagogique, formation, ça va à peu près. Pour ceux qui sont plus ponctuels, là, il y a un effort important à mener. Les accompagner, hein, on parle des outils numériques, alors les tableaux numériques, les plateformes, etc. Il faut y aller. Il faut que faut qu'il y ait un accompagnement très fort et pas uniquement technologique. Il faut que le projet pédagogique apporte de la valeur ajoutée. Quand on regarde certaines études ou méta-études sur le numérique, par exemple, des conclusions peuvent être « on apprend aussi avec le numérique ». Donc la formulation montre qu'il y a beaucoup de travail à faire pour intégrer complètement tout le potentiel qu'il y a avec ces outils. Donc ça nécessite une compétence métier, une compétence pédagogique, une compétence technologique. Ça fait beaucoup. Et ça nécessite aux leaders que vous êtes de construire de véritables projets d'accompagnement qui mobilisent à la fois vos équipes de formateurs, vos cadres permanents, vos apprenants, mais également tout le back-office, secrétaire ou homme ou femme de formation qui vont s'intégrer dans l'accueil. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais accueillir dans une salle, maintenant je vais accueillir dans une salle virtuelle. Donc il y a tout un ensemble de tâches qui bougent, qui évoluent, et c'est tout le système qui est en train de se recomposer. Et la difficulté, c'est qu'on roule à toute vitesse et il faut changer une roue de la voiture en même temps. Donc comment on fait ? C'est dur. Donc je ne vois que la mutualisation comme façon de faire, c'est-à-dire que vous êtes un réseau,
il faut apprendre, et là c'est peut-être la difficulté de l'intelligence collective, il faut apprendre à travailler et à se faire confiance. C'est-à-dire plutôt que d'être le meilleur ou le plus excellent, de copier les autres. Vous en avez un qui fait quelque chose de bien, n'hésitez pas, copiez-le. Devenez un peu plus chinois sur ce coup-là. Prenez l'appareil photo, allez-y, pompez tout ce qui est possible, remerciez celui qui vous a accueilli, et puis à votre tour, enrichissez le réseau. Je pense que c'est vraiment un des points les plus difficiles dans notre culture, où on a tous été éduqués à être les premiers de la classe, à faire la bonne école d'ingénieur, la bonne école de commerce, tout ce qu'on veut. Et puis après, quand on arrive dans les organisations, on nous dit ce qui est important, c'est de travailler ensemble. Et là, on a 25-30 ans d'éducation qui nous disent le contraire, qui nous disent ce qui est important, c'est que tu réussisses ton concours. Donc, vous voyez, que tu réussisses ton diplôme. Donc, cet apprentissage du collaboratif, pour moi, il est indispensable. Et pour les réseaux, il est vital. Donc, selon moi, en tant que leader, vous devez devenir des leaders coopératifs, copier ce qui se fait de bien chez vos camarades, leur apporter, et puis s'efforcer en permanence de dire chez moi ça ne marchera pas, chez moi c'est différent. Non, essayez de copier, de prendre en compte ce qui fonctionne bien. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. C'est très cohérent parce que c'est un autre sujet autour duquel on tourne autour de pas mal de sujets depuis ce matin, hein, mais il y en a un qui est génial, c'est les jeunes ne sont pas ma propriété. Hein, les jeunes, ce n'est pas le minerai qu'on met dans la machine à charbon tous les ans. Hein. On n'est pas en train de les recycler, parce que de toute façon, eux ne se laissent pas faire. Et puis surtout, les concurrents, si on les prend comme des concurrents, on n'est pas bien. Vous le savez bien, on a pu tous ensemble avancer sur beaucoup de sujets, sur le LMS, Aptis, sur la modularisation, sur beaucoup de choses. Comment on y est arrivé ce matin? Il y avait ici assis CMA France et l'UMM. On les voit tous les 2 mois depuis maintenant 2 ans. Et de façon très neutre, on les rencontre et on se dit on a essayé ça, puis ça, on s'est planté. On a essayé ça, on a réussi. Et chacun expose à l'autre ce pourquoi il vient de réussir son projet, ce pourquoi il vient de se planter. Et à partir du moment où on met ça en commun, on avance à une vitesse folle. Parce qu'évidemment, on ne reproduit pas les erreurs des autres. Ou en tout cas, si on les reproduit, c'est volontairement parce qu'on reproduit la situation en sachant quelle erreur ne pas commettre et donc comment réussir le sujet. Et donc, il y a vraiment une idée, Monsieur Hart, bienvenue, merci de nous rejoindre. Il y a vraiment une évidence de partager et puis d'éviter de reproduire la même chose. Bienvenue, Jean-Marc Huard, que vous connaissez peut-être, directeur général de l'enseignement scolaire. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Je vais poser une question à votre voisin, Monsieur Fabrice Poupon, qui est monté sur scène sous une standing ovation. Alors, Monsieur Poupon, pas encore, non, on connaît votre discrétion. Fabrice, donc tu travailles à la fois pour... tu travailles pour l'apprentissage, à la fois pour le ministère de l'Éducation nationale et puis à la fois pour le 3CA. Dans ce travail collaboratif avec un ensemble d'acteurs, quelle est ta vision des choses? Tout à l'heure, on a eu quelques exemples de Monsieur Schmitt nous a expliqué qu'il y avait ceci, il y avait cela dans tel territoire. La réalité des grands principes, elle ne s'applique pas de la même manière. Ce travail collaboratif entre les réseaux, les grands acteurs, les grands systèmes, tu le vois comment? Alors, le travail collaboratif à l'échelle de la France, je pense qu'il nous est déjà indiqué, donné par les branches professionnelles qui passent commande en matière de formation des jeunes, en matière de besoins en compétences pour que leurs entreprises puissent continuer à produire, pour que ces jeunes aient des bagages, aient un métier, qu'ils puissent l'exercer et qu'ils puissent en vivre et s'insérer dans la société. Donc ensuite, lorsque les branches professionnelles, le secteur par secteur, nous donnent les orientations, leurs besoins aux différents niveaux de métiers, eh bien, à nous de mettre en place, je dirais, les dispositifs, avant d'arriver aux modalités de mise en œuvre, les dispositifs qui vont permettre de former ces jeunes et qui vont permettre aux entreprises de pouvoir
embaucher les jeunes formés. Alors certes, avec un niveau de compétence de base, puisqu'ils sont jeunes, puisqu'ils découvrent les métiers, puisqu'ils ont appris après leur passage au collège, donc en 2, 3 ou 4 années. Donc ils n'ont pas l'expérience de professionnels de 10 ans, mais simplement ils ont la motivation, l'envie, et c'est un des objectifs que nous devons nous fixer. Ensuite, que le jeune soit un élève ou un apprenti, je dirais que c'est dans un second temps. L'important, c'est qu'ils reçoivent une formation, et avec tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, il y a énormément d'évolution à faire intégrer aux formateurs et aux enseignants, puisqu'on a l'habitude de les différencier comme ça, formateurs au sens large, puisqu'il y a un ensemble de nouveaux outils qui n'arrivent pas aujourd'hui, qui sont déjà connus depuis un certain nombre d'années, pour certains, les outils numériques par exemple, mais qu'il faut que chacun s'approprie et que chacun puisse intégrer dans les cursus, dans les parcours de formation. Et ça, je pense que ça va nécessiter un petit peu de temps, et ça va évidemment impliquer que tout le monde travaille ensemble pour préparer les jeunes au diplôme, puisque c'est somme toute la première étape à franchir avant ensuite de poursuivre le cursus de formation avec un titre, une formation plus courte, un CQP, un diplôme complémentaire. Mais il y a quand même une base incontournable qui non seulement va nous permettre de disposer de professionnels formés, mais aussi de citoyens. Voilà. Donc après, si je termine mon propos en essayant d'avoir une vision sur les différents territoires, Jean-Michel Schmitt l'a cité ce matin, je ne vais pas redire ce qu'il a dit, mais effectivement, il y a bien des endroits où la complémentarité est de mise, parce que tout le monde ne peut pas offrir tout partout, et les jeunes viennent au plus près. Certains chefs d'établissement ou directeurs de CFA considèrent que leur secteur de recrutement est défini par la distance que l'on peut parcourir en scooter. Voilà. Tant que ce n'est pas trop loin, accessible en scooter, parce que le jeune n'accepte plus d'être interne, il veut être libre, il vient en formation, sur une formation, mais il a aussi une vie. Ce n'est pas le seul objectif qu'il a d'acquérir des compétences et pouvoir exercer un métier. Donc il a un ensemble d'autres objectifs et d'autres envies, et il faut qu'il puisse accéder à tout cela sans que la formation l'oblige à abandonner tous ces autres envies ou autres passions. Voilà. Donc c'est un aménagement obligatoire du territoire à ce sujet-là. Voilà. Merci beaucoup, Fabrice. On est sur un équilibre, évidemment, entre ces jeunes qui sont des clients, on en parle depuis ce matin, et ces jeunes qui sont des citoyens en devenir. Et c'est aussi un des rôles des CFA, on en parle encore, de les accompagner sur ce chemin-là. C'est d'ailleurs très certainement une des missions les plus nobles qu'on a entre nos mains, parce que les gamins, quand ils nous arrivent, on est ici, typiquement, alors pour le coup, dans le BTP, ils sont très jeunes, donc on est des spécialistes en ados, enfin, vous voyez bien, on doit les accompagner. Merci, Monsieur Huard, de nous avoir rejoints malgré votre actualité qu'on imagine incroyablement dense, parce que quand on est DGESCO, on s'occupe à la fois du diplôme national du brevet qui a été décalé, à la fois du baccalauréat qui turbule un peu, à la fois de la refonte des référentiels de formation que vous signez au jour le jour, et d'une multitude d'autres sujets. Si vous permettez, on a échangé aujourd'hui sur le fait que les jeunes n'étaient propriété de personne et qu'ils avaient le droit donc de choisir leur avenir, et donc nous le devoir de leur offrir un avenir. Cette loi de septembre dernier est tout à fait parallèle à une autre refonte, une autre réforme, c'est la réforme de la voie professionnelle. Les CFA qui ne font que de l'apprentissage peuvent être un peu parfois effrayés de ce que le ministère de l'Éducation nationale bouge. Alors on l'appelle parfois le mammouth parce que c'est quelque chose d'assez énorme, un des 2 plus gros employeurs de la planète. Et donc quand le mammouth commence à bouger, ça bouge un peu aux alentours. Je sais que vous ne concevez pas
la réforme de la voie pro comme quelque chose de concurrentiel. Que pourriez-vous nous en dire ? Merci de votre invitation. Merci beaucoup aussi d'avoir changé le plan que nous avions convenu ensemble, puisque je devais intervenir ce matin. Et en fait, il y avait une réunion des recteurs d'académie ce matin, donc il fallait absolument que j'y sois. Et puis c'est vrai que quand on avait convenu que je participais aujourd'hui, je ne pensais pas que nous aurions effectivement une actualité sur les examens qui, entre le climat social et le climat tout court, nous a amené de fait à devoir piloter vraiment au jour le jour, je dirais minute par minute. J'ai mon téléphone là et je suis un petit peu en retard parce que je faisais le point avec le directeur adjoint de cabinet il y a un instant sur la situation. Voilà, moi je suis, je le dis, si vous avez des enfants qui passaient les examens, je dirais ça fait 15 jours, presque 3 semaines maintenant, que j'utilise 2 mots quand je réponds à la presse. C'est de la vigilance, parce que effectivement il peut y avoir des difficultés, il y en a eu. Et on avait notamment une vigilance importante sur... pardon, excusez-moi, je ne réponds pas du tout à votre question, mais je répondrai à un moment. Une vigilance sur les surveillances, puisqu'il y avait une menace de grève de surveillance. Nous avons passé effectivement cette étape, parce que grâce à la vigilance, nous avons une certaine sérénité, je dirais, dans le déroulement. Je ne vais pas vous dire que moi, ça fait à peu près... ça fait 12 ans que je suis rue de Grenelle, même si c'était toujours rue de Grenelle. J'ai passé 3 ans au ministère du Travail, donc je me suis moins occupé du baccalauréat, mais donc ça fait à peu près 12 ans que je suis ces questions. C'est vrai que c'est une session peut-être un petit peu particulière. Il n'y a jamais de session des examens calme. Voilà, donc les choses vont bien se passer. Il y a aujourd'hui la presse qui nous interroge beaucoup, puisque il y a des menaces de rétention de notes. Voilà, je ne m'exprime pas dessus, mais voilà, je suis assez confiant quand même sur l'issue qui est les résultats du premier groupe d'épreuves vendredi. Alors, l'animal préhistorique dont vous avez cité le nom, en fait, et Jean-Michel Blanquer notamment, ne le prononce jamais, ce mot-là. Alors moi, je vais le dire d'une autre manière. Je vais dire, effectivement, quand on bouge un petit peu, on a derrière 12 millions d'élèves, on a 800 000 profs, on a 1 million de personnel, en fait. Effectivement, il y a des conséquences importantes. Et puis, c'est des questions, les nôtres, mais finalement les vôtres aussi, qui intéressent tout le monde, qui intéressent toutes les familles. Voilà. Tout le monde a un avis sur l'éducation nationale. Tout le monde a un avis sur l'éducation nationale. Voilà. Ce que nous voulons faire précisément sur l'enseignement professionnel, et je vais parler d'enseignement professionnel de manière large, c'est changer la culture collective. Et changer la culture collective, c'est sortir enfin, j'ai eu l'occasion de le dire déjà, et je sais que vous étiez là d'ailleurs quand je l'ai dit, mais sortir déjà d'un paradoxe dans lequel nous sommes depuis très longtemps, et qui est fondamentalement ancré dans l'esprit de chacun, c'est que ce paradoxe, c'est de dire, et tout le monde est d'accord là-dessus, personne ne dira non, on va valoriser l'enseignement professionnel. Tout le monde est d'accord. Et à côté de ça, le paradoxe, c'est finalement d'avoir des actions indirectes qui a ancré profondément dans l'esprit de chacun ou dans l'esprit collectif qu'en dehors de la voie générale et technologique, il n'y avait pas de salut. Et ce que le ministre a souhaité faire en arrivant, c'est casser cela, stopper cela, inverser la tendance. Et inverser la tendance, ça passe, par exemple, sur le fait qu'il ne peut plus aujourd'hui y avoir d'objectifs quantitatifs chiffrés demandant au collège Jules Ferry de Charenton, je ne sais pas s'il y a un collège Jules Ferry à Charenton, s'il y en a un, je m'en excuse, c'était vraiment un exemple au hasard, d'avoir 2% d'élèves de plus orientés vers la voie générale et technologique, seconde générale et technologique, l'année d'après. Ça n'existe plus. Et donc, dans
tout ce que le système finalement véhicule, considérer qu'il y a une autre voie pour réussir. C'était la thématique d'une campagne que nous avons faite, que vous avez peut-être vue sur les ondes, hein, qui a été plutôt appréciée, enfin, sauf par certains, mais il y a certains qui n'apprécieraient pas de toute façon, et qui n'apprécieraient pas certains, quoi qu'on fasse. Mais véritablement une campagne qui vise à dire, quand un élève est au collège, il a un choix, et le choix qui s'offre à lui, c'est la voie générale et technologique, c'est la voie professionnelle, et dans la voie professionnelle, il y a deux jambes. Il y a une jambe qui est majoritaire en nombre, hein, qui est la voie scolaire, 700 000 jeunes, je suis sur le pré-bac là, hein, 700 000 jeunes en voie professionnelle scolaire, et puis il y a l'apprentissage. Nous avons à peu près 270 000 jeunes. Quand je dis nous avons collectivement jeunes en apprentissage en pré-bac. Donc c'est vraiment ces deux actes. Donc premier élément de réforme en quelque sorte, c'est celui-ci, et c'est le travail sur l'orientation. Parce que quand vous regardez toutes les réformes que le ministre a lancées, et notamment la réforme des lycées, le bac 2021 et la transformation de la voie professionnelle, le point convergent de tout cela, c'est un travail en profondeur sur les questions d'orientation. Et je n'ai pas le temps, mais nous avons notamment dégagé du temps élève, 12 heures en collège en 4e, 36 heures en 3e, 54 heures au lycée, et au lycée pro, entre 90 et 110 heures, parce que c'est dans un bloc qui s'appelle accompagnement, pour travailler spécifiquement pour l'orientation. Et la loi de Muriel Pénicaud, elle a en plus confié aux régions, qui ont aussi la charge du développement économique, le soin de pouvoir informer sur l'orientation, et dans la compétence, notamment sur la formation professionnelle que les régions ont, formation professionnelle d'adultes, hein, enfin, la constitution du plan régional de formation, inévitablement, le rôle des régions est un rôle important. Ça, c'est donc, premier axe, c'est l'orientation au sens large. Deuxième axe, et là je reviens, je suis à mi-chemin entre l'apprentissage et la voie scolaire, faire en sorte que dans tous les lycées professionnels, il puisse y avoir de l'apprentissage. On s'inscrit pleinement, et d'ailleurs on a travaillé dès le début avec Muriel Pénicaud dans le cadre de la grande concertation qui a été mise en place, faire en sorte, et je sais que ça peut interroger, hein, mais faire en sorte qu'il y ait de l'apprentissage dans tous les lycées professionnels. L'objectif est d'augmenter le nombre d'apprentis. Il faut donc pouvoir qu'il y ait des places de formation en apprentissage. En revanche, on n'a pas donné à nos académies de modèle unique. On a dit, vous pouvez avoir le CFA académique, vous pouvez avoir le CFA d'établissement, vous pouvez avoir le CFA Greta, rapprochement formation initiale, formation continue, et vous pouvez avoir du CFA sans mur. Et le CFA sans mur, ben c'est un CFA, par exemple, c'est une section d'apprentissage qui est gérée par ailleurs par une branche professionnelle ou une organisation professionnelle, quelle qu'elle soit, en gestion, et on utilise les plateaux techniques. J'étais hier au Greta de Grenoble. Et au Greta de Grenoble, j'ai visité, ce n'était pas du tout fait exprès, le centre permanent de formation BTP du lycée Vaucanson, enfin qui est à côté du lycée Vaucanson à Grenoble. On a là du multi-partenariat. Et on a, par exemple, des CFA qui vont voir le Greta de Grenoble, qui va en plus faire de l'apprentissage, hein, en disant, nous on s'occupe de la partie professionnelle, on vous confie la partie générale des diplômes. Et puis il y a d'autres modèles, il y a des modèles différents. Donc ça c'est le deuxième axe. Troisième axe, c'est un axe avec un travail fort sur les lycées professionnels, et ce qu'a lancé le ministre, c'est la notion de campus des métiers et des qualifications. Campus des métiers et des qualifications, c'est quoi? C'est autour d'une thématique spécifique, et les campus d'excellence également, hein, qui est un niveau au-dessus. Autour d'une thématique spécifique, des élèves, des apprentis, des scolaires,
du supérieur et du multipartenariat. Et dans les campus existants, il y a des participants qui ne sont pas uniquement des participants éducation nationale. La transformation de la voie professionnelle dans ces structures, elle permet d'avoir des diplômes qui sont rénovés, mais ça on est complètement dans le cadre de la loi Pénicaud, de manière beaucoup plus régulière, c'est tous les 5 ans. Elle permet également d'avoir de l'innovation pédagogique, c'est tout ce qui est co-intervention, et elle permet d'avoir un vaisseau amiral autour des campus. Voilà, pardon, j'ai été un peu long. Merci beaucoup. Alors, du coup, il y a... Non, mais gardez, j'ai encore une question. Du coup, il y a d'autres questions qui viennent suite à votre réponse. Donc, on avait regardé de très près, bien sûr, l'évolution et les souhaits de réforme de la voie professionnelle. Et les CFA qui sont devant vous sont confrontés, eux, à des réalités. Les réalités, c'est que dans l'ensemble... Je vous en prie, vous seriez arrivé il y a 1 heure, il y avait beaucoup plus de monde parce que les trains sont à reprendre. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans les CFA qui sont présents là, dans la salle, si on avait pu présenter un jeune à chaque entreprise qui souhaitait recruter, on aurait, alors c'est toujours difficile de compter, mais au moins 4000, au plus 8000 apprentis de plus. Ce qui fait que la façon dont les CFA voient l'application de la loi sur la liberté d'offrir un avenir professionnel, enfin de choisir un avenir professionnel, c'est la chasse aux jeunes est ouverte. Et donc ça crée une espèce comment dire, de petite épine qui est dans la peau. Et votre présence est parfaite parce que ça va permettre, je pense, d'enlever cette épine qui ensuite s'inflamme. C'est que dans cette dynamique de chasse aux jeunes, ce que vous nous avez dit, c'est que au contraire de l'idée très immédiate qui pourrait être faite de la réforme de la voie pro, ah bah tiens, ils vont développer de la formation par apprentissage dans les lycées pro, et du coup, je vais plus avoir de gamins dans mes CFA. Ce que vous nous dites, c'est que c'est l'inverse. Ça va promouvoir la voie professionnelle et on devrait avoir plus de jeunes s'orientant vers la voie professionnelle, voie scolaire et apprentissage. Et donc, l'effet recherché, il est bien celui-là. Il est d'amener plus de jeunes vers ces voies-là et non pas de capter ces jeunes dans un type d'établissement. L'objectif collectif, l'objectif collectif est d'augmenter le nombre de jeunes en formation professionnelle. Je pense que je l'ai dit, déjà en 2018, on a inversé la tendance. Je ne peux pas vous donner les chiffres 2019, mais j'ai des premières tendances qui vont dans le même sens, y compris sur les demandes d'apprentissage. Parce qu'on est en train de les consolider, y compris sur les demandes d'apprentissage. Ça, c'est tout le travail sur l'orientation qu'on fait en amont. Et ce travail sur l'orientation qu'on fait en amont, on doit le faire avec les professionnels et on doit le faire avec les réseaux professionnels. Et donc, du partenariat local sur le sujet de l'orientation au collège est quelque chose qui aura toujours mon soutien, voire même que je voudrais promouvoir. Donc, un travail localement entre le 3CA BTP, le lycée, ou un réseau de lycées, ou un campus, ou des instances académiques, etc., c'est quelque chose qui doit être encouragé, parce que sur les métiers, vous avez inévitablement une compétence que dans les collèges, ils n'ont pas. Et ils ne peuvent pas être spécialistes de tous les métiers et de toutes les formations. C'est bien normal. Et donc la libération des heures spécifiques, c'est bien cela. La place qu'on donne aux régions, qui est l'acteur aussi majeur, c'est aussi pour promouvoir cela. Après, moi je ne suis absolument pas dans une optique concurrentielle, enfin honnêtement. Moi j'ai 12 millions d'élèves, j'ai 700 000 jeunes en voie professionnelle, et je vous dis, je veux augmenter le nombre de jeunes en voie professionnelle. Vous prenez les apprentis plus les élèves, ça fait 1 million de jeunes, et je veux encore augmenter. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille chercher des jeunes en disant non, celui-là, il est pour nous. Enfin, ça n'a aucun sens. Nous avons un objectif commun, et il est porté par le gouvernement, et il est très porté par la loi qui a été votée au mois de septembre. L'objectif est
d'améliorer l'apprentissage, de fait, d'améliorer tout ce qui permet la formation vers l'emploi. Une des difficultés qu'on a, en revanche, c'est qu'une fois que j'ai une augmentation globale du nombre d'élèves qui veut aller vers la voie pro, et j'ai des places en face, ma difficulté, et c'est pour ça que je reviens et que j'insiste sur la question de l'orientation, c'est la concordance entre les places, c'est ce que vous disiez il y a un instant. Hein. Enfin, en fait, j'ai 3, et l'apprentissage, c'est en fait un jeu à 3 axes. C'est le jeune qui veut y aller, c'est la place de formation, et c'est le contrat quand même. Moi, je rappelle quand même qu'il faut des contrats. Très bien. Et donc, tout le travail en amont permet de favoriser la concordance, la triple concordance ou la triple coïncidence des besoins. J'ai une entreprise qui cherche un jeune sur un diplôme donné, j'ai une place de formation qui prépare à ce diplôme, et j'ai ce jeune qui veut travailler dans ce secteur et préparer ce diplôme-là. J'ai besoin d'avoir une triple coïncidence des besoins. C'est pas rien, hein. Mais encore faut-il effectivement que entre les places offertes et les places, vous savez, je crois que le dialogue local, il est absolument essentiel. Le travail qui doit être fait pour permettre une action qui est une action pourquoi pas commune. Hein. Vous savez, moi j'ai des branches professionnelles qui viennent me voir, qui ont des réseaux, hein, et qui me disent, bah, vous savez, nous on ne va pas pouvoir assurer totalement. Travaillons ensemble. Travaillons ensemble. Ah bah oui, banco. Enfin, voilà. Mais merci beaucoup, en tout cas, pour ces mots, parce que, oui, on peut applaudir, je pense. Merci beaucoup. Parce qu'il y a des évidences qu'il faut rappeler, et merci de les avoir portées jusqu'ici. On est évidemment preneur d'un travail, on en parle depuis ce matin, en réseau, en collaboration, et on reviendra vers vous et les EPLE, notamment les collèges, très très rapidement, parce que c'est la clé. C'est la clé du développement collectif et national de l'apprentissage. Alors, si vous me permettez, j'ai encore une petite question qui ne vous était pas destinée, que j'ai posée ce matin à monsieur Jean-Michel Schmitt. Sur les examens. Oui. Oui. Voilà. Alors, je reviens parce que donc, il était une fois donc l'examen qui est organisé en juin. L'idée, c'est de pouvoir ouvrir et rentrer en apprentissage à peu près n'importe quand dans l'année. Donc, quand le jeune arrive au mois de janvier et qu'il a besoin de ses 2 ans de formation, il termine sa formation au mois de décembre. Est-ce que le grand certificateur, un des 2 grands certificateurs, qui est le ministère de l'Éducation nationale, a commencé à travailler sur une réflexion là-dessus? Alors là, on travaille sur la session 2019, comme je vous le disais au départ. Donc la réponse est oui, mais ça se prépare. Oui, parce qu'il faut le faire, mais ça se prépare parce que ouvrir une session, mobiliser, etc. Alors vous savez qu'on a déjà pris une décision qui est que les inscriptions, nous les retardons, les inscriptions des examens jusqu'au fin janvier pour la session 2020. Voilà. Ça fait déjà de la souplesse, oui. Bah, ça fait déjà une souplesse. Et un élève qui rentre en janvier va difficilement passer en juin. Donc il y aura sans doute une session à organiser. Il faut pour cela qu'il y ait une information précise des directions des examens et concours sur le nombre de jeunes présents et le calendrier. On ne pourra pas faire 25 000 sessions. L'autre élément, bien sûr, qui permet de faciliter, c'est l'extension du contrôle en cours des habilitations au CCF, qui est un autre axe qui permet aussi d'avancer. Donc oui, bien sûr, nous bougeons sur les examens. Je ne suis pas en train de vous dire que sur 2019-2020, j'en sais rien, il y aura partout 2 sessions des CAP et des... Voilà. Il faut absolument que ça se fasse dans un cadre qui est un cadre organisé. On est tous parents d'élèves, on aime bien que les profs soient aussi devant les élèves. Donc, je pense qu'il y aura toujours une grosse session qui est la session de fin d'année scolaire. Bien sûr, les cohortes parce qu'on a une sont là, culture quand même en France qui est quand même très orientée et qui est rythmée. Je vous donne un exemple sur la... Parce qu'effectivement, hein, la réforme permet les entrées et les sorties permanentes et c'est très bien et c'est un gage, bien sûr, de réussite et de lutte contre le décrochage.
pour les jeunes, parce que le fait qu'ils puissent rentrer n'importe quand, pardon. En revanche, les contrats de pro, il n'y a jamais eu cette contrainte de l'année scolaire. Or, regardez ce qui se passe sur les contrats de pro depuis toujours. Ils sont organisés en rythme sur l'année scolaire. Et ce n'est pas à cause des examens. Hein. C'est pas à cause des examens. Hein. C'est pas à cause des examens, puisque les contrats de pro, on peut les signer de toute façon n'importe quand. Et on avait, avec une région, essayé de travailler il y a quelques années, il y a 3 ans, je crois, sur la constitution d'une autre session, puis on s'était aperçu finalement que le vivier, il était vraiment très très faible, et que ça ne valait pas obligatoirement le coup d'avancer sur une autre session. Voilà. Donc oui, bien sûr. Donc oui, hein, la réponse vraiment de principe, c'est oui, et il faut l'encourager. Mais ça se prépare, et ça se prépare ensemble, à condition qu'il y ait une information qui soit claire. Ben, mille merci. Nous reviendrons là aussi vers vous. Nous sommes bien sûr convaincus que les cohortes sont des cohortes, de grandes cohortes d'arrivée au mois de septembre. Mais merci beaucoup pour cette précision. Merci de votre accueil. Et merci de nous avoir rejoints. Il est l'heure, oui, bravo. Il est l'heure, Didier, notre secrétaire général, quelques mots de clôture de ce colloque, si tu veux bien. Oui, ça va être bref, d'autant plus que je sais que certains d'entre vous ont soit un train, soit un avion à attraper. Écoutez, merci déjà. Merci de votre participation, de votre investissement. Merci également aux organisateurs. Je sais qu'ils ont largement mouillé la chemise pour faire en sorte que cette journée soit une belle journée. J'espère qu'elle l'a été pour vous à un moment donné, à un moment dans l'histoire de cette réforme qui a été promulguée en septembre 2018 et qui va véritablement prendre son envol à partir de 2020, à un moment où cette réforme libère les énergies, nous oblige aussi à être au rendez-vous, parce que cette réforme elle a pour objectif, et M. Huard le rappelait, d'impulser une vraie dynamique en matière de formation professionnelle et de faire en sorte que demain, il y ait plus de jeunes qui choisissent cette voie-là, non pas par contrainte, bien évidemment, mais par envie. Et à ce titre, nous devons être au rendez-vous de cette réforme qui nous oblige, on l'a dit tout à l'heure, sur le champ de l'innovation pédagogique, sur le champ de l'ingénierie de certification aussi, encore une fois, un élément fondamental dont il faut qu'on s'empare, sur le champ de l'innovation, on l'a dit. Évidemment, si nous sommes inscrits demain dans un processus d'amélioration permanente de la qualité, il y a dans ce processus d'amélioration permanente de la qualité la capacité qu'on a à répondre aux attentes et donc à s'ouvrir notamment vers le monde, davantage encore vers le monde économique qui a des besoins singuliers et qui en aura encore davantage demain. Et donc l'innovation sera évidemment un des éléments importants de notre capacité à aborder ce nouvel environnement de la formation professionnelle impulsé par la réforme. Et puis je n'oublie pas, bien évidemment, l'accompagnement, ça a été évoqué par certains d'entre vous, l'accompagnement singulier, particulier, massif que nous devons avoir au profit des collaborateurs des CFA, de nos CFA, parce que ces changements majeurs sont radicaux, ils sont salutaires pour le bien du pays, pour l'intérêt général, mais ça suppose quand même qu'on n'oublie pas les collaborateurs qui, dans ces changements disruptifs, ont besoin de monter en compétences au même rythme que le gouvernement a souhaité impulser et développer la réforme. Et ça, c'est évidemment un élément majeur sur lequel vous pouvez compter sur le soutien du 3CA-BTP. Vous savez que pour le réseau paritaire, il n'y a pas que le réseau paritaire ici, mais pour le réseau paritaire, nous avons signé en décembre 2018 un accord GPEC qui ne vise qu'à une chose, c'est faire en sorte que tous les collaborateurs du réseau, et c'est ouvert aux autres, soient au rendez-vous de la réforme. Voilà, donc merci encore pour votre investissement. J'espère que cette journée vous a plu. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et je vous souhaite évidemment un très bel été à tous. Merci beaucoup. Je vais vous souhaiter un excellent retour. Et juste avant, un grand merci à l'équipe projet qui a beaucoup œuvré. Un grand bravo pour Pascal et Laurence qui étaient dehors. Et pour Stéphane qui a porté cette animation de la journée. Et puis si quelqu'un a perdu une clé USB, elle est ici. Elle est là. Bon voilà. Un grand merci à tous. Bon retour. Faites attention à vous et à très bientôt. Au revoir. I can't get no relief.